Ok, super. Ok, alors, comment ça va? Oui. Moi aussi, tu joues avec ta caméra. Ok. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'espace, donc on va faire un peu plus l'aspect du souffle, etc. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Mais bon, on va faire en sorte que ça marche. Alors, Marius, ça va bien? Ouais, bon, ouais. Tranquillement. Ok, je suis content d'être avec vous parce que c'est vraiment un moment que on n'avait pas pu se voir. Ok, ok, tranquillement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Geneviève, elle est partie à droite à gauche. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Bon, pas spécialement. Ok. Moi, j'ai peut-être des questions alors dans ce cas-là. Euh, pour vous, quand c'est que vous arrivez à méditer? C'est ma question. Est-ce que vous arrivez plutôt à méditer le matin, plutôt l'après-midi, plutôt en fin de soirée? Quel est le meilleur temps pour vous? Le matin, pour moi, ouais. Ah, Matin. ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le matin, c'est très important. Le matin, c'est vraiment un moment important, puisqu'en fait, l'esprit, il est beaucoup plus propre, beaucoup plus clair. OK? Et Geneviève, pareil le matin plutôt ou Ouais, comment? le matin, mais après le petit déjeuner, parce qu'avant le petit déjeuner, j'ai vraiment pas l'esprit clair, ça c'est évident. Ah, d'accord, après le petit déjeuner. OK, OK. Et vous arrivez à méditer combien de temps à peu près? Écoute, moi j'ai une pratique, comment te dire, un peu balisée, où je fais, tu sais, refuge, qu'est-ce qu'il y a, refuge bodhicitta, Vajrasattva, prosternation aux 35 Bouddhas, Guru Yoga. Ah ouais, c'est bien, c'est Voilà, bien. je m'astreins à faire vraiment ce rythme tous les jours. Et donc, en Oui. je médite après le Guru Yoga, mais si tu veux, je ne suis pas très bonne en méditation. Enfin, c'est-à-dire, j'arrive pas à tenir longtemps. Je médite OK, chez moi, donc très rapidement me vient dans l'idée que il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et j'ai du mal à résister à cette idée. Donc, OK, je fais une dédicace et j'arrête, si tu veux. Tu vois? OK, OK. Donc, plus un peu de récitation, tu fais plus de récitation, des choses comme ça. Oui, je médite sur chaque partie de cette pratique. Si tu veux, Vajrasattva, c'est une Hmm, méditation où je pose quand même mon esprit. Euh, hmm, les 35 Bouddhas, si tu veux, tu as quand même une méditation, etc. Méditation mhm, sur la déité. Donc, chaque fois, j'essaie de hmm. poser mon esprit et tout. Mais j'ai très rapidement besoin d'action. J'ai besoin D'accord. de bouger. OK, OK, d'accord. OK, Donc, du coup, les OK. 35 Bouddhas, les prosternations, je trouve que c'est génial. C'est Oui. une méditation où tu es assis, etc., où tu explores l'esprit. Mhm. Et j'ai constaté que ça me fait énormément de bien, si tu veux, ensuite dans une pratique méditative assise. Hmm, 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 hmm. Tu Ok, vois? ok. Et est-ce que tu fais des pratiques sans vraiment support? Si on parle de ciné avec support et sans support, c'est-à-dire sans réellement, un peu comme on fait nous, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de visualisation, c'est plus l'esprit lui-même. Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas vraiment? Un petit peu, mais si tu veux, je fais un peu à la sauce Dzogchen, c'est-à-dire des courtes sessions. Hmm, Tu vois, des courtes sessions où tu essayes d'avoir l'esprit très ouvert. Euh, mhm, parce que j'ai fait beaucoup de retraites, Vipassana, machin et tout, mais il y a hmm, des moments, j'en suis sortie, ça me convenait pas. J'en suis sortie hmm. carrément abrutie, enfin abrutie. Non, j'exagère, mais si tu veux, très. J'ai fait des retraites Vipassana de 10 jours où je suis sortie de la retraite, je me posais vraiment des questions, quoi. J'ai contacté des lamas pour dire, moi, ça me va pas ces trucs parce que j'ai l'esprit trop, qui s'enfonce trop, tu vois, Hmm. je sais pas, qui est trop, comment te dire, une espèce de paralysie de l'esprit qui m'atteint dans ces cas-là. Hmm. Parce Ok. que l'esprit n'est plus du tout vif, il est très. Ouais, je dirais que c'est comme une espèce de paralysie qui me rend assez triste. Or, le but de la Hmm. méditation, c'est pas de sortir de là, enfin, Ok. triste, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que je fais des sessions plus courtes. D'accord, ok, ok. Mais est-ce que, parce qu'en fait, notre travail,
il est un peu différent dans le sens où, moi je vous pose des questions un peu pour essayer d'établir un peu ce dont vous avez besoin. Notre travail, est-ce que vous l'avez compris en fait, l'objectif de notre travail? Qu'est-ce qu'on recherche dans notre travail? Oui, moi, enfin, disons que j'ai cru comprendre, j'ai juste fait 3 sessions hein, avec toi, enfin, j'ai regardé D'accord. 3 sessions, Ouais. etc. Mais si tu veux, ça me convient bien parce que il y a comment dirait-on, il y a une flexibilité qui est demandée. Enfin, Hum, on dit comme ça, si tu veux, c'est-à-dire le corps mhm. n'est pas immobile, figé, ça reste très vivant quelque part. Mhm, mhm. Ça, c'est très important. En Tu fait, vois? c'est exactement ça. C'est-à-dire, notre objectif, c'est Neljor. Tu vois, Neljor, c'est-à-dire le Neljorpa ou la Neljorma. Qu'est-ce que ça veut dire Neljor? Nel, c'est l'état naturel. Et Ouais, Jor, c'est s'unir. L'idée, c'est s'unir à l'état naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir dans un truc où on va penser l'esprit, visualiser ou réciter des trucs, etc. On va partir un peu de cette voie-là et simplement essayer d'être de plus en plus naturel. C'est-à-dire laisser les choses dans un état naturel. Tu vois. Et mm, tout notre travail vise non pas à construire ou fabriquer quelque chose, comme dans la visualisation, etc., mais plutôt à essayer de laisser les choses tomber de elles-mêmes. Tu vois, mm, même des fois, on peut s'abaissir un peu. C'est pas grave. C'est pas notre objectif. Il n'est pas de rigidifier, mais plus de ouais, laisser. ouais, ouais. Tu vois. Et J'ai donc ça, c'est vraiment notre objectif. Tu vois. Ça part d'une explication très simple. C'est-à-dire, en fait, une personne, à un moment donné, un maître tibétain, tu vois, il est venu à Paris, ou bon, en France en tout cas, il a demandé à une personne, est-ce que vous méditez? Tu vois. Et la mm, personne a dit, oui, je médite. Tu vois. Ah, ok, mm, d'accord, montrez-moi. Et voilà, la personne a pris une position très sérieuse, tu vois, comme on fait d'habitude, le dos droit, la position de Virochana, les épaules, etc. Et pendant longtemps, il est resté comme ça, tu vois, peut-être une demi-heure, 45 minutes. Tu vois. Et à la fin, il se posait des questions. Combien de temps il faut que je montre que je médite, tu vois. mm, Et donc, à la fin, il a dit, bon, je pense maintenant, ça suffit, tu vois. Et il a relâché sa posture, tu vois. mm, mm, Et il a mm, demandé au maître, qu'en pensez-vous? Tu vois, qu'en pensez-vous? Et le maître a dit, pas terrible. Mais à la fin, c'était mieux, mm, mm. tu vois. D'accord. C'est-à-dire, le moment où il a lâché la posture, Ouais. c'est cet instant-là où vraiment il peut commencer à considérer qu'on va vers la méditation. Mm, Tu vois. mm, Donc c'est un peu le contre-pied de ce qu'on fait d'habitude, où on va insister sur la posture, sur la visualisation, sur la citation, sur des déités, sur un tas de trucs, sans qu'on ait une conscience du corps. mm, Tu vois. mm, Et ça, complètement. c'est pas vraiment la méditation. Je sais pas ce que c'est pratique, on va dire. C'est une pratique qui va permettre, qui a son intérêt. Moi, je suis aussi à visualiser des trucs, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui vient après, tu vois, Mm, mm, qui mm, vient après l'aspect de détendre vraiment le corps, de laisser dans cet espace naturel. ouais, Et ouais. ça peut être utile comme ne pas utile. C'est-à-dire, c'est pas forcément une nécessité non plus. Tu Mm, vois, les déités, les trucs, c'est pas forcément une nécessité, puisqu'en fait, c'est pas juste un truc formaliste, etc. C'est comme une rencontre avec ces entités. Les dakinis, les protecteurs, les yidam, tout ça, sont une réalité, mm, mais pas que nous devons fabriquer mentalement, mais que nous devons simplement reconnaître comme étant nous-mêmes, mm, si tu mm, veux. C'est ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire, on va pas chercher à... C'est un peu la différence qu'il y a entre les différents tantras. Tu vois, quand on prend le Kriya Tantra, Charya, Yoga, Nuttara, quelle est la différence entre ces différents tantras? C'est que on est de plus en plus proche de la déité. Au mm, début, on est comme un serviteur. La déité est en face de nous, on est là, oh, vous êtes merveilleux, nanana, je vous fais beaucoup d'offrandes. Ça, c'est l'aspect Charya. Et après, petit à petit, il y a un lien qui devient de plus en plus ténu entre la déité et nous-mêmes. Et à la fin, tu vois, quand vraiment tu pratiques les déités dans la vision Dzogchen, tu pratiques méditer, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de Damsing Shenpa et Yeshe Shenpa. Seulement, on parle de l'être de concentration et l'être de sagesse. Autrement, j'aime pas trop ce terme sagesse pour Yeshe, mais disons Yene Shepa, c'est la conscience qui est tout le temps présente, littéralement. Yene Shepa, qui est là depuis sans notion temporelle. Et on dit très clairement, on dit Damzik Yeshe Nisumeba. Ça veut dire il n'y a pas de division entre
le Damzik, c'est-à-dire la personne qu'on va méditer, on va imaginer, etc., et le Yesheshemba, l'être de sagesse. Les Mhm. deux sont indissociables. Et le Mhm. fait de méditer permet, simplement le fait de méditer, permet d'obtenir la réalisation. Donc c'est vers cet état où on se dirige, c'est-à-dire que le, on n'est pas dans une construction mentale de la deité et qu'on va servir, imaginer, etc., ou prosterner ou faire des offrandes, mais plus de vivre l'état naturel de nous-mêmes comme étant finalement l'être de sagesse. Ok, c'est Tu clair. vois, Oui, oui. c'est une autre vision. Et donc, c'est très important. Pour pouvoir arriver à cela, on doit être détendu. Parce que si on est crispé, si on n'est pas complètement dans cette union tranquille du corps, etc., on ne peut pas retrouver cet état naturel. Tu Mhm. vois, c'est antinomique avec cette tension. Et donc, notre travail, il est très simple. Il est très, très simple. Et en fait, moi, je dirais, il est préliminaire à toutes les pratiques qu'on pourrait faire après. C'est deux choses. Pour méditer, on a besoin de deux jambes, la clarté et la détente, Mhm. tout Non, simplement. Puisqu'en fait, on va parler des choses comme l'opacité mentale, la torpeur, l'agitation, ça c'est des trucs très grossiers. Si on médite un temps soit peu, ça va s'éliminer très vite. C'est pas vraiment notre obstacle principal. Notre obstacle principal, ça va être que on doit jouer sur ces deux de manière très fine. Parce que si on est trop dans la détente, on est bien, mais on peut manquer de clarté. Et on tombe dans un espèce de abaissement, ou même des gens, ils restent des années à méditer comme ça, dans un espèce de noir, un peu comme ça, confortable, où ils ne pensent pas à grand-chose, etc. C'est très détendu, mais il n'y a aucune clarté. Mhm. Et inversement, si on est dans une vision extrêmement précise des déités ou des trucs ou tout ça, on est très clair, mais on est extrêmement tendu. Et le corps, il va ressentir cette tension. Et à un moment donné, on va avoir mal au corps. Et les gens disent, ils méditent et ils sont fatigués. Tu vois, ils ont mal aux genoux, ils ont mal au dos, ils ont mal partout. Alors que normalement, la méditation ne devrait pas être quelque chose qui a aucun poids sur le corps. Tu vois ce que je veux dire? On doit pouvoir se lever de la séance de méditation plus détendu, plus reposé que quand on vient de s'asseoir. Tu vois, Mhm. ça, c'est un point important. Parce qu'en fait, il y avait une autre histoire, beaucoup d'histoires. Un maître, à un moment donné, un vieux moine, tu vois, qui médite à Dharamsala avec les personnes. Une histoire vraie, hein, j'ai vu ça dans un truc. Il méditait avec les... Parce que Sassane Dalai Lama, à côté de lui, il y a tout un tas de méditants, des gens qui méditent dans les grottes à Dharamsala à côté, etc. Des ermites, on peut dire. Et il y avait un jeune qui venait du Tibet, en fait. Et donc, il rentre du Tibet, et il médite avec le maître, et il dit, oh, vous vous rendez pas compte, j'ai médité pendant 8 heures de temps, j'étais même pas fatigué, vous voyez. Et le moine, moi, il fait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne fatigue pas la méditation. Vous voyez. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, notre objectif, il est de faire en sorte que la méditation n'est pas quelque chose qui est une contrainte sur le corps, qui est une Mhm. contrainte sur l'esprit, mais une simple manière d'être qui va devenir un état général qui va nous amener à beaucoup de choses qu'on ne peut même pas imaginer, mais qui Mhm. sont impossibles, honnêtement, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais dire impossibles par la voie classique de visualisation, de récitation des textes, etc. C'est Mhm. juste impossible. Parce que on s'éloigne, on ne va pas dans cet aspect naturel. Vous voyez ce Ouais, que je veux dire? On oui, est oui. dans un autre truc. On va imaginer l'esprit d'éveil, le Bouddha, le machin. Ok, tout ça, c'est ok, mais c'est une voie lente. C'est pour ça que c'est très bizarre. Parce que, par exemple, je sais pas, Doshin Boshi, il parlait souvent de cet aspect-là. On se méprend sur le terme de tantra. On se Mhm. méprend sur le terme de tantra. Puisqu'en fait, on pense que tantra, à partir du moment où on récite des mantras et on récite des visualisations des déités, c'est les tantras. C'est pas ça, les tantras. Les tantras, c'est pas ça. Les tantras, c'est s'appuyer sur les instructions essentielles. Mais pour ça, il faut les avoir. Si on les a pas, on ne peut pas pratiquer cette voie de tantra. Et donc, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. On va passer beaucoup de temps à visualiser tout un tas de trucs, tout un tas de choses. Et à un moment donné, on prend conscience du fait que tout ce qu'on fait rallonge notre avancement vers l'éveil. C'est un Mhm. peu bizarre de dire ça, mais c'est comme une réalité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de la compassion. Je prends juste un exemple très simple. On a une vision que on va générer de la compassion
par une conceptualisation mentale. Comme je disais tout à l'heure, je développe l'esprit d'éveil dont je lis, puissent tous les êtres et de bonheur, blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Mais en fait, c'est pas de cette manière-là qu'on génère la grande compassion. Du tout. Parce que tant qu'on est dans cette vision de je suis en train de développer l'esprit d'éveil ou je suis en train de grandir mon esprit, etc., en fait, on ne fait que rapetissir l'esprit. On ne fait que le saisir et le rendre encore plus petit. La compassion, si vraiment on va jusqu'à l'explication réelle de la compassion, c'est la nature même de l'esprit qui est cette compassion, à partir du moment où il n'y a plus de saisie. Et donc ça, c'est une voie totalement différente. Et là, c'est une voie rapide. Et là, c'est vraiment la voie des tantras. Sinon, on pourrait parler de sutra. Puisqu'en fait, pourquoi sutra? Parce qu'elle se base sur des causes, des conditions. Ça, c'est un long débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça fait un peu flipper tout le monde. Mais c'est comme une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on imagine qu'on peut atteindre l'éveil sur la base de causes et de conditions, on n'atteindra jamais l'éveil. Parce que l'éveil est inconditionnel. Et il n'est pas basé sur des causes et des conditions. Si c'était le cas, ça voudrait dire que l'éveil, il est, comment on pourrait dire, il est aussi destructible et aussi on peut le perdre si c'est basé sur des causes et des conditions. Et donc, tant qu'on imagine être sur une progression spirituelle avec des causes, des conditions, je fais ça, donc j'obtiens ça, on s'éloigne en fait de la voie spirituelle. Et donc, notre objectif, il est de penser tous ces différents aspects et ne pas chercher forcément à accumuler quoi que ce soit ou à développer quoi que ce soit, plus à être de plus en plus naturel. Puisqu'en fait, si naturellement on n'est pas Bouddha, on ne le sera jamais. C'est-à-dire que si on a besoin de construire un Bouddha sur la base d'un truc, on n'y arrivera jamais. C'est un peu l'histoire avec un maître zen. Les maîtres zen, ils sont un peu durs, mais c'est un peu rigolo. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui médite. Okay, quelqu'un qui médite, et en fait, il est en train de méditer tranquille, donc il ne demande rien à personne, et le maître zen, il arrive, il commence à le troubler, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Et la réponse est claire, il dit, je médite pour obtenir l'état d'éveil. Ah ouais, ok, bonne idée, tu vois. Et donc, le maître zen, il est à côté de lui, il prend une tuile, ok, il prend une tuile, et commence à frotter la tuile avec une pierre. Tu vois. Et l'autre, il dit, en plus ça dérange, que ça fait un peu de bruit à côté de méditer. Il dit, mais maître, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre délire là? C'est quoi de brosser la pluie avec une pierre? Il dit, oh non, c'est rien, je suis en train justement de frotter ces tuiles avec une pierre pour obtenir un miroir. Il dit, mais vous y arriverez jamais. Et toi? Voyez? C'est-à-dire que si sur la base, comment dire, est-ce que vous comprenez l'anecdote, la parabole? La parabole, c'est que si on n'est pas un Bouddha, si on n'est pas un miroir qu'on doit simplement laver, on ne peut jamais devenir un miroir. C'est impossible à partir d'une tuile d'obtenir un miroir. On peut frotter tant qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Et donc c'est pareil, l'attitude elle est la même. Si on pense que on va méditer et avancer sur la voie pour devenir Bouddha sur la base d'un truc qu'on n'est pas Bouddha, c'est aussi stupide que frotter une pierre avec une file pour obtenir un miroir. L'objectif, c'est plus de prendre conscience de la nature de l'esprit, de ce qu'il est lui-même, et ça par l'aspect naturel des choses, afin de l'actualiser tout simplement. On n'est pas Bouddha encore, on est d'accord, parce que notre esprit, il a beaucoup de choses qui le détournent de ce qu'il est, de cet aspect naturel. Et donc notre objectif, ah tiens, jeune Alexandra arrive, ok. Donc, notre objectif dans cet aspect méditatif qu'on fait, où on essaye de s'unir à la nature, c'est plus de, de ne pas rajouter des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas rajouter. On pourrait dire, mais pourquoi on ne fait pas de mantra? Pourquoi on ne fait pas de visualisation? Pourquoi? Ok, peut-être c'est une question que vous vous posez. En tout cas, bonjour Alexandra, on est en train de parler un petit peu. Vous êtes bienvenue de participer. Euh, et la raison, c'est celle-là. C'est notre objectif. Il n'est pas de rajouter des trucs. Parce que si on croit sur cette voie de rajouter des trucs, c'est comme si on croyait à la possibilité de frotter une tuile avec une pierre pour obtenir un miroir. C'est la D'accord. même logique qui est dedans. Notre objectif, nous, enfin très modestement, hein, on est vraiment non modeste, on est très modeste, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller dans l'aspect naturel. Vous voyez, le souffle, le corps, la clarté, la détente.
et laisser les choses se faire. Et si on fait ça, c'est pour ça que j'essaye de... Ça marche pas trop bien mon truc. Je suis pas un bon... comment on appelle ça? Je sais pas, assez de pub, ou je sais pas. En tout cas, il n'y a pas trop de monde qui suit cette voie. En tout cas, l'objectif, c'est comme celui-là. C'est si on fait ça réellement, il y aura des choses incroyables qui peuvent se passer au niveau des consciences, au niveau des ressentis, au niveau de la physiologie, au niveau même de l'état de notre être. Ça n'a absolument rien à voir. Puisque, en fait, on suit pour le coup la voie des tantras. Ça, c'est la voie des mantras secrets. Ça, c'est la voie qui sont basées sur les instructions essentielles. Moi, j'ai aucune qualification d'aucune sorte, mais j'ai cette chance d'avoir pu entendre de temps en temps les instructions essentielles, qui n'ont pas été forcément données de manière très solennelle. Vous voyez, c'est pas, on pense, oh là là, instruction essentielle, le maître il va nous convoquer la nuit et viens, je vais te donner l'instruction. Non, absolument pas. Ça peut être au milieu d'une porte, par exemple, en train de marcher ou on traverse une porte, etc. Et le maître, il s'arrête, comme je ne suis pas danger, il dit, tac, une phrase. C'est une phrase, mais cette phrase est une instruction essentielle. Vous voyez? Et de nombreuses phrases comme ça, j'ai eu la chance d'en recevoir un peu. Et pourquoi je dis c'est instruction essentielle? Parce que l'impact sur la pratique, entre guillemets, ou sur la méditation, ou sur la conscience même, l'état de conscience, est énorme. Est énorme. Et j'étais tellement choqué dans cet aspect-là que j'ai demandé, mais comment c'est possible que une phrase, un mot ait un tel impact et une telle, oui, un bouleversement, un chamboulement dans l'esprit ou même dans la physiologie, etc. Et il m'a répondu tout simplement, il ne faut pas négliger la clé. C'est parce que la clé est petite qu'elle ne peut pas ouvrir une grande porte. Vous voyez? Et donc, notre travail, il est tout en subtilité. Il est tout en subtilité. C'est-à-dire, c'est vraiment des petites choses. C'est un mot, c'est un petit détail, un petit chose, mais qui vont réellement amener une grande porte qui s'ouvre. Vous voyez. Et si, je ne sais pas, il y a certaines personnes d'entre vous, notamment Geneviève, je crois, mais d'autres personnes, Fabienne ou je sais pas, Myriam, je crois, hein, je vois. Certaines personnes qui ont eu des expériences un peu particulières, m'en ont fait pas. Après, je ne sais pas ce qu'il en est, quoi qu'il en soit, des expériences très spéciales. Et c'est la preuve que c'est une réalité. Cet aspect d'aller dans ce type de méditation, qui est vraiment dénué de tout, où il n'y a pas grand-chose en définitive. Mais en fait, il y a plus que quand il y a grand-chose. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette explication-là. C'est que il est important que vous compreniez ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Parce que ça peut paraître extrêmement basique, extrêmement inutile, ou je ne sais pas. Mais je voulais avoir un petit aparté pour expliquer un petit peu, tu vois, quel est notre chemin, qui est celui du yogi. Faut être franc, il faut être... c'est un peu prétentieux de dire ouais, je suis un yogi. Mais c'est notre objectif. Notre chemin, c'est le chemin du yogi. Et le yogi est très, très, très différent comment on pourrait dire, de l'érudit ou de la personne qui va faire des choses sans vraiment comprendre ce qu'il fait, sans vraiment voir une transformation dans son corps, une transformation au niveau de ses consciences. Le yogi, il fait vraiment ce qu'on appelle Nyamlen. Ça, c'est un point très important. Nyamlen, on parle de pratique, mais si on prend littéralement, Nyam, c'est une expérience, et Len, c'est prendre. C'est-à-dire que notre chemin, c'est prendre une expérience, c'est expérimenter. Et donc, on n'est pas dans un aspect, comment dire, routinier, où on va routinement faire des trucs. C'est pour ça que c'est intéressant, Geneviève, ce que tu disais, de faire des choses de routine. C'est bien, hein, je ne veux pas te détourner de ta pratique, loin de là. Mais il faut voir si, est-ce que cette voie ne peut pas apporter aussi certaines choses. Je ne sais pas, c'est une question. Je vais parler un peu. Marius, qu'est-ce que tu en penses? Je parlais beaucoup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, dans ma pratique, je fais les souffles, en fait, avec les exercices avec les étirements. Je fais la prise de refuge, le développement de la bodhicitta et quelques prières aussi à vous pocher avant. Et, Uhum.
Oui, une courte offrande de mandala aussi et une courte prière à cette branche. Mais tout ça, ça prend à peu près 1 heure. Avec la pratique des souffles, voilà, ça fait à peu près Mais 1 heure. qu'est-ce que tu appelles la pratique des souffles? Comment tu Ouais, avances sur alors, cette voie? les 3 cycles de 7 respirations, enfin, Avec les bras, les trucs voilà, comme c'est ça. ça, ouais. Et puis ensuite, ouais, après les 4 doigts en dessous du nombril, Oui, en posant mon esprit sur ce point, en fait, physique, quoi. oui, Et, oui. et de détendre, voilà, le corps et en essayant voilà, de respirer le plus, Ok. Donc toi, tu suis cette voie, donc c'est très bien. Alors, comment tu trouves ce chemin? Comment ça se passe de jour en jour? Est-ce que tu vois une évolution? Qu'est-ce qui te fait continuer? bah, je trouve ça très agréable de le faire. En fait, enfin, ouais, Mhm, j'aime bien cette pratique. Au début, ça me faisait beaucoup d'effets subséquents, comme tu disais. mhm. Maintenant, là, bon, je sais pas, j'ai pas mal d'émotions en ce moment, mais bon, je, 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 je continue avec plaisir, en tout cas. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, donc tu arrives à suivre cette voie finalement. Tu arrives à la suivre plus ou moins. Mhm. Plus que moi même. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, on va aller voir Alexandra. Alexandra, on parle un peu, tu vois, de cette pratique, le chemin qu'on suit, qui est un chemin qui n'est pas forcément euh, très intellectuel. Attends, terminé. Ok, on s'en fout, c'est pas grave. Ok, très intellectuel, c'est juste l'aspect, essayer d'être de plus en plus naturel avec le corps, avec le souffle, graduellement avec l'esprit, etc. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de discuter un peu, avant de pratiquer, de voir un peu comment vous abordez, vous appréhendez ce chemin, cette voie, qui n'est pas forcément une voie euh, très, très visible. Parce qu'on fait toujours la même chose, on souffle un peu, on bouge un peu, des fois, on s'endort un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'esprit. Mais en fait, il y a des choses qui se passent sous-jacentes. Et des fois, comme disait Marius, il y a des choses, des transformations qui se passent au niveau des consciences, etc. Toi, Alexandra, comment tu suis cette voie? Qu'est-ce qui te permet d'avancer sur ce chemin? La question, elle est vaste, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, je pratique tous les jours, un petit Hum, peu, soit matin, soit soir. En tout cas, mhm, je prends le temps de méditer euh, mhm, avec les souffles ou sans rien faire, en tout cas après. mhm, Vraiment laisser bon, plusieurs pratiques, en tout cas, mais je trouve la plus importante, en tout cas les plus importantes, c'est la pratique dans la journée, c'est-à-dire mhm, la pratique partout, euh, mhm, la pratique de ne pas pratiquer, de ne pas, de- on pourrait dire ça, de laisser et de rester comme ça. mhm, Euh, et du coup, c'est, on peut pas dire c'est progressif ou c'est pas progressif, mais en tout cas, c'est là. Euh, et ce qui me motive, en tout cas, ce qui continue mhm, ma motivation, c'est que cet état-là, c'est un état où finalement on se dit, bah, ça peut plus être sans. mhm. Euh, donc du coup, au contraire, c'est plus après, plus souvent dans la journée. Ok, ok, c'est bien, c'est très très bien. Ok, super, super. Donc ça c'est bien pour cet aspect-là, il faudra qu'on discute un peu. Euh, je ne veux pas vous détourner de votre pratique, qu'on soit bien clair. Mais peut-être pas cette fois-ci, la prochaine fois, je vous donnerai un texte pour le refuge et la bodhicitta. Peut-être différent de celui que vous pratiquez, peut-être identique, on verra bien. En tout cas, c'est des phrases qui sont le refuge, entre guillemets, le plus avancé.
le plus éphémère quelque part, mais le plus important aussi. C'est-à-dire que non pas prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, en les trois racines, on peut dire le Nidam, le Dakini et on peut dire le Dakini protecteur et le maître, non plus entre les canaux, les gouttes et les tiglés. On prend refuge en trois aspects essentiels qui sont vraiment ce que cette voie nous amène à découvrir. Ok, qui sont Noho, Ranxing et Tuje. Ok, j'explique, ça c'est un point extrêmement important. Donc, Noho, si on le prend littéralement, on dit Noho Tongpa. Ça veut dire, si on regarde l'esprit, sans chercher trop loin, sans vraiment être philosophe ni rien du tout, si on dit, regardez, votre esprit, il est comment? Tout simplement cette phrase. Et essayez, quelque part, de rencontrer quelque chose qui serait comme une surface ou un visage de l'esprit. Qu'est-ce que vous rencontrez? Je vais demander à Geneviève, qu'est-ce que tu rencontres quand tu fais ce travail? Qu'est-ce que tu vois? Là, je passe mon tour, Sylvain, sur cette question. Non, c'est pas, tu veux pas, t'as pas le droit. Il faut pas passer son, il n'y a pas de joker. Tu dis l'esprit, ok, c'est mon esprit, c'est ce qu'on travaille, on médite, c'est pour l'esprit. Et si tu essaies de rencontrer, de toucher cet esprit ou de voir quel peut être son visage, sa surface, qu'est-ce que tu rencontres? Ben, tu rencontres déjà un foisonnement d'idées qui arrivent, quoi, en fait. C'est un peu ça, quoi. Ça, c'est un truc. Ouais, donc pour toi, c'est intéressant. Ok, je laisse là-dessus. Donc pour toi, les idées sont l'esprit? Je dis pas que les idées sont l'esprit, mais je dis que dans la majorité des cas, les premières choses qui viennent quand tu te poses, enfin, du moins quand je me pose, et que voilà, tu explores un peu l'esprit, tu t'aperçois tout de suite, c'est comme s'il y avait des espèces des petites pointes, des petites aiguilles qui sont les pensées qui sont là, Ouais. quelque part. Alors, j'insiste un tout petit peu, après je te laisse tranquille, c'est promis. Oui, oui, non, non, Une, mais une phrase, je dis, hein, puis après je passe à la question. Donc tu réfléchis un peu à ça. Elles sont où ces aiguilles? Tu réfléchis, tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Ces aiguilles, ces petites pointes, elles sont où? Ça, c'est la question. Ok, tu réfléchis un peu. Voilà ça, Marius. Marius, quand tu es tranquille, comme ça, tu es tranquille, tu es relax, et tu dis, OK, je vais essayer de regarder qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux rencontrer de mon esprit, qu'est-ce que tu rencontres? Bah, rien, en fait. C'est assez frustrant et c'est un vide qui se laisse pas, en fait, coucher, en fait. Je sais pas. Ouais, mais c'est bien. Donc toi, tu rencontres rien. Voilà, tu rencontres rien. Tu pourrais dire, si on te pose la question, est-ce qu'il y a une surface, est-ce qu'il y a un visage à l'esprit? Qu'est-ce que tu répondrais? Ouais, je dirais que non, c'est vide, mais c'est plein en même temps. C'est un peu Ouais, bizarre. mais bon, ok, on va rester sur cette première réponse. C'est vide. Ok, Mm. ok, bon, c'est une réponse comme une autre. Alexandra, quand tu fais ce travail, qu'est-ce que tu rencontres? Euh, Là aujourd'hui, peut-être il y a quelques moments, je t'aurais dit plusieurs choses, mais là Hum, aujourd'hui, j'ai l'impression, donc déjà il n'y a rien à saisir. Plus uhum, on essaie de le saisir, moins c'est saisissable. hum, Et en tout cas, de mon expérience là aujourd'hui, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'appartient d'une certaine manière. C'est mhm. quelque chose, j'ai l'impression, qui est partagé et après qui s'exprime d'une manière comme mon canal, quoi, mon corps, Ouais. avec ce que je suis, avec ce que je suis, on est d'accord. Mhm, Mais en tout cas, euh, euh, oui, quelque chose qui n'a en tout cas pas de limite, ça c'est certain, qui n'a pas de... qui a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose. Mais on pourrait pas, si tu me dis, voilà, c'est un bout de pain, je pourrais te décrire un bout de pain, mais
Oui, c'est Je- indescriptible, c'est on peut pas. Ok, ça c'est très bien. Donc ça c'est le premier refuge. C'est le premier refuge. C'est-à-dire que le refuge, quand on parle de refuge, le premier aspect, si on regarde notre esprit et on essaie de voir quelle pourrait être sa surface, quelle pourrait être sa forme ou son visage, etc. Et la réponse, on ne trouve rien. Même dans le cadre de Geneviève, quand tu dis les épingles, ok, les épines, etc., les pensées, tout ça, c'est ok, mais c'est dans un espace, c'est dans un truc qui les contienne. Et si tu regardes cet espace qui contient ces pensées, il n'a pas de forme, il est tout simplement vide. Et donc ça, c'est le premier refuge. On appelle Nowotompa. Nowotompa. Donc, quand vous asseyez pour méditer, que vous pouvez prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, vous pouvez aussi réfléchir que ce qui protège réellement de la souffrance, des perturbations mentales, de tout ce qu'on voudra, c'est d'être réellement dans cette vision. Ouais, parce qu'après, on va voir Henri, on va devoir soi-même, cette vue, disons, du fait que la surface ou le visage de l'esprit, il n'y en a tout simplement pas, ou qu'il est vide. Et donc, quelles que soient les pensées, quels que soient les tourments, quels que soient les troubles, les inquiétudes, tout ce qu'on voudra, ça n'empêche que tout ça apparaît, semble concret, semble vraiment présent, etc. Mais l'espace qui les contient, lui, il est totalement vide. Et donc, on peut quelque part voir au travers des épingles. Les épingles sont là, les épines, les pensées, tout ça, c'est là. Mais on peut aller au-delà de ça et voir comme le ciel dans lequel il y a des nuages. Et l'esprit n'est pas les nuages, mais plus le ciel. Ça, c'est le premier. Ok. Le deuxième, c'est on appelle Ranxing Selwa. Ranxing Selwa. C'est-à-dire que on a cette réflexion, on a cette analyse, on dit tiens, est-ce qu'on va regarder comment est l'esprit, où est l'esprit, comment est l'esprit, et en fait on ne trouve rien, mais il y a quelque chose qui perçoit qu'il n'y a rien. Est-ce que vous saisissez le truc? Quelque chose qui perçoit que l'esprit, son visage, il n'y en a pas. Et ça, c'est Ran Xing Selwa. C'est-à-dire Ran lui-même, on appelle lui-même, Xing c'est comme il est lui-même, il est selwa, il est clair, c'est-à-dire il est parfaitement conscient de ce qui se passe. Et ça aussi, c'est un refuge inoubliable, on va dire inoubliable ou indéflectible. C'est-à-dire que si on est conscient, quelle que soit la situation de notre esprit, que nous sommes conscients de cette situation, ça aussi, c'est une protection incroyable. Par exemple, même si je suis très en colère, je suis très en colère, mais je suis conscient que dans cet espace vide, je perçois cette colère. Et donc, je ne suis plus dans l'aspect de la colère. Je suis dans quelque, on pourrait dire, j'aime pas bien celui qui, mais la, le parti de l'esprit qui perçoit la colère, qui est clair, qui a la colère. Et ça aussi, c'est un refuge. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus être pris dans la colère, puisqu'on la perçoit. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu subtil, mais c'est aussi un refuge important. C'est le deuxième refuge. C'est la différence entre un lion et un chien. Vous connaissez la différence entre un lion et un chien? C'est rigolo, moi je fais des blagues des fois. Donc le chien, c'est très simple. Le chien, on prend un bâton, on emporte un bâton rouge, on frappe, on regarde, on le jette, et le chien, il court après le bâton et il essaie de l'attraper tout ce qu'il peut. Ça, c'est l'esprit qui suit les perturbations mentales. C'est un chien. Il y a un truc qui se passe dans l'esprit, oh, il me faut maintenant, je le veux maintenant tout de suite, non, 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 je ne peux plus attendre, etc. Ou quelqu'un nous énerve, ah, je suis énervé tout de suite, maintenant, je suis énervé. Tout de suite, parce on réagit comme un chien. Si on est un lion et on fait la même chose, essayez de vous amuser avec un pape, ne le faites pas, c'est un peu dangereux. Si vous faites ça devant un lion, vous agitez le bâton devant le lion et vous jetez le bâton, que va faire le lion? Il va regarder le bâton, il va dire ok, maintenant je vais bouffer le mec qui m'énerve avec son bâton. Et donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire l'esprit, il n'est plus dans cet aspect comme un petit toutou qui va suivre les perturbations. Il va observer que il observe les perturbations. Et il n'est plus la prise aux perturbations. C'est pour ça que c'est un refuge extrêmement important. On pourrait dire c'est l'aspect Sambhogakaya. Le premier, c'est l'aspect un peu Dharmakaya. Et si réellement on vit cela, vraiment on le vit cela, et c'est pour ça par rapport à ce que vous disiez sur la compassion, etc., le troisième refuge,
qui souvent les gens oublient, parce qu'ils parlent de ces deux-là, et puis après ils zappent, je sais pas pourquoi ils zappent toujours le dernier. Enfin bon. Le troisième refuge qui est très important, qui est que si on vit à ce niveau, on va dire du Dharmakaya, un aspect que le visage, il faut que je fasse attention de mes mains parce qu'il va, il va bouger la caméra. Ok, le visage de l'esprit est vide, n'a pas de forme, n'a pas de saisissable, on ne peut pas le rencontrer, on ne peut pas le toucher, il n'y en a pas tout simplement. Néanmoins, l'esprit a cette nature de conscience, cette nature de clarté, qui, quel que soit ce qui apparaît, même dans cette recherche du vide ou de l'esprit, il y a la conscience qui est présente. Si on est à ce niveau-là, on pourrait dire, dans une conscience pure. Il n'y a pas, il n'y a pas de moi, je, ça c'est fini depuis un bail. Il n'y a pas moi, je pense, moi, je imagine, tout ça c'est fini. Il n'y a pas besoin de tout ça parce que cette conceptualisation de moi, je n'est qu'une pensée en définitive, qui est basée sur un truc complètement hallucinant d'imaginer que on est identique, ne serait-ce que l'espace d'un instant. C'est-à-dire quand on parle de l'impermanence, on est au-delà de l'impermanence, parce que l'impermanence, ça veut dire que les choses changent d'instant en instant, c'est-à-dire pour un instant, elles demeurent identiques à elles-mêmes. Or, il n'y a même pas cet aspect-là, puisqu'on peut toujours décomposer l'impermanence, et donc il n'y a même pas l'espace d'un instant, quelque chose qui demeure identique à lui-même. Et donc, de saisir quelque chose de indépendant, permanent, comme étant moi, je, Sylvain, banane ou je ne sais pas quoi, c'est complètement fou. Et donc, c'est aussi une pensée qu'on peut observer avec le deuxième aspect, Ranching Selwa. Et si on vit cela, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit d'une telle personne? La conscience pure peut observer ce qui se passe, et observer le monde. Et quand elle observe le monde, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des êtres. Et elle voit des êtres qui vivent pas à ce niveau-là, qui vivent à un niveau de complètement troublé, complètement illusionné par tout ce qui peut se passer dans leur esprit. Et ayant pris conscience que c'est une illusion et que c'est un bâton qu'un chien, j'ai du mal avec le H, qu'un chien suit, ok? La personne qui est un lion perçoit parfaitement cette erreur, cette illusion, ce trouble. Et qu'est-ce qui va se développer dans notre esprit? Une immense compassion. Puisqu'il n'y a plus que ça qui reste au final. Si on élimine le soi, moi, je, machin truc, et qu'on vit simplement l'esprit en tant que nouveau Janshing, oui, nouveau Tongpa et Janshing Selwa, la seule chose qui reste finalement et qui va mouvoir dans le sens de faire agir la personne, comme les Bouddhas ou les Bodhisattvas, c'est une immense compassion. Et ça, c'est très différent de l'idée je vais développer la compassion. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur, blablabla. Bla bla. Puisque ce n'est plus du tout une construction mentale, qui est encore un aspect d'une construction mentale, comme on disait. Donc, si, moi je vous encourage, après vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je demande, mais essayez de réfléchir un peu sur ce refuge ultime. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, je vais prendre refuge dans un Gejonam, là, ça c'est très bien, et après vous vous posez et vous réfléchissez, ok, quel est l'esprit? Est-ce que je peux rencontrer mon esprit? Qu'est-ce que je rencontre si je cherche les limites dans mon esprit? Je cherche la surface de mon esprit. Et vous restez quelques instants sur cette réflexion. Et puis après, deuxième réflexion, oui, mais attends, il y a quelqu'un qui perçoit qu'il n'y a pas d'esprit, ou du moins de visage, ou de surface à l'esprit. Il y a cette perception qui est présente. Et vous restez quelques instants sur cette notion-là. Et avec cette pensée, vous réfléchissez au fait que si on n'agit pas à ce niveau-là, si on ne vit pas à ce niveau simple de cette simple cognition, on peut dire, de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? On suit, comme disait Geneviève, les épines, les pensées, on les suit. Qu'est-ce qui va se passer si on suit ça? On est mal barré, puisque tout ce qu'on va suivre va nous amener nécessairement vers la souffrance. Il n'y a aucune autre possibilité. Si on suit le désir, ça va amener la souffrance. Tôt ou tard, on peut être certain. Si on est en couple et on commence à avoir du désir pour une autre femme,
ça va pas bien se passer. Si ou un homme ou une femme, hein, moi j'ai pas de problème, ou un homme ou une femme, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, si on voit quelqu'un qui a une jolie montre ou un truc et qu'on va commencer à vouloir développer du désir, on va dire tiens, je vais lui voler, ça c'est très grave, gros mal problème. Ou même on va chercher à l'obtenir alors qu'on n'en a pas les moyens, on va s'endetter. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on suit le désir, on va avoir de la souffrance, il n'y a pas de doute. Si on suit la colère, c'est pareil. Si on suit la colère, si quelqu'un nous énerve avec des choses méchantes et qu'on suit, on prend pour argent comptant ce qui nous dit ah, t'es moche, t'es vilain, machin, on va souffrir déjà parce que nous fait du mal, on blesse notre image de nous-mêmes ou quoi que ce soit. Et après, on va répandre par cette violence à la violence. On va le frapper, on va le battre et il y aura beaucoup de problèmes qui vont survenir. Si on est jaloux, c'est pareil. Comment on est quand on est jaloux? On n'est pas satisfait de notre condition. On dit, ah, lui, il a plus, et moi, j'ai moins, et on n'est pas bien. Si on est orgueilleux, ben, c'est fini, parce que c'est le pire des délires. C'est-à-dire, on est complètement, non seulement troublé ou illusionné par ce qu'on pense être, mais en plus, on pense qu'on est mieux que les autres. En fait, c'est déjà un truc qui n'existe pas réellement, mais en plus, on pense non seulement que ça n'existe pas, mais c'est mieux que les autres. Complètement délirant. Et qu'est-ce qui nous reste? L'avarice, c'est pareil. Si on est avare, si on est dans une situation, ah, je veux rien perdre, je veux rien de, non, rien, non, c'est à moi, mon mien, hein, on n'est pas bien. On a vu le truc, là, mon précieux, là, hein, Gollum, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, mon précieux, moi, mon. C'est ça l'avarice. Ça nous ferme complètement sur un truc qu'on possède et on peut rien avoir d'autre en définitive. On pourrait vivre une vie agréable comme Gollum, il pourrait aller manger des poissons, être cool, mais il est pris dans son truc parce que il est précieux, mon précieux, c'est à moi, machin truc. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Et donc, comprenant ça, et voyant en définitive que la plupart des personnes qu'on rencontre sont dans ce trouble, sont dans ces différents problèmes, avarice, jalousie, colère, haine, etc. Puis ça tourne, et des fois ça se mélange, et ça continue. On peut que développer de la compassion. Et c'est une compassion qui se développe de manière totalement différente. Et la prochaine fois, on parlera des phrases pour la compassion, qui est une autre chose, mais qui est aussi très très jolie, très très jolie. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer dans ce refuge, hein, qui est le refuge, on appelle extrêmement secret. Vous dire, oh, Sylvain, il raconte des trucs extrêmement secrets, on va aller le dénoncer et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire extrêmement secret? Beaucoup de gens se méprennent sur ce truc de secret. Ils pensent que c'est secret, il faut pas le dire. Chut, 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 non, il faut pas le dire, il faut être initié, machin. Non, non, c'est pas nécessaire. C'est extrêmement secret. C'est secret parce que c'est caché par lui-même. Ce n'est pas un secret qu'on nous a pas révélé. Oh, révèle les secrets ou Dakini ils vont taper dessus. Non, c'est pas ça le problème. C'est c'est présent. L'esprit, il est là. On peut le regarder tant qu'on veut. Il n'y a aucun souci. Et c'est pas interdit. Personne ne va nous interdire. Eh, regarde pas ton esprit. Attention. Hein, c'est contre la loi. C'est secret. Tu peux parler ton esprit. On peut, l'esprit qui contemple le fait que l'esprit a cette capacité cognitive. On a le droit aussi de regarder, c'est pas un problème. Et si on comprend le trouble et la souffrance que c'est amené, cette compassion qui se développe, qui est surgie, elle se fait naturellement aussi. Et donc, pourquoi c'est extrêmement secret? Parce que c'est caché de par lui-même. C'est pas une histoire de on me l'a dit ou on me l'a pas dit. C'est est-ce que on a essayé de regarder l'esprit à ce niveau-là? Et donc, plus on descend, au début c'est extérieur, c'est le refuge extérieur, c'est ce qu'on a besoin extérieurement, le Bouddha, le Dharma, son enseignement. On a besoin, au départ, on a besoin de ça. Parce que c'est des repères, le Bouddha, la manière dont il agit, son enseignement, la Sangha, ceux qui sont déjà un peu avancés, qui vont nous montrer un peu le chemin, etc. Plus particulier, le maître, donc ça c'est refuge extérieur, intérieur. L'intérieur, ça va être le maître, ce qu'on appelle Sawasum, le maître, qui est l'exemple du Bouddha dans sa vie, etc. Un peu plus subtil, on va dire le Yidam, qui est en fait une image idéalisée d'un état d'esprit comme l'amour, la compassion, la sagesse ou que sais-je, genre de choses comme Chenrezig ou tout ça, et on va essayer de s'identifier personnellement à cela, de devenir que compassion, de devenir que amour, pas rien d'autre, donc c'est positif. Et un autre aspect plus subtil, les Daka, les Dakini et les protecteurs, qui sont des entités qui existent réellement,
qui sont l'incarnation de certaines énergies, comme la béatitude ou des choses comme ça. Ça, c'est un aspect de refuge intérieur. Ensuite vient le refuge secret. Le refuge secret, c'est aussi notre chemin. C'est aussi quelque chose qui devient une réalité pour la personne qui suit cette voie. C'est les canaux, les souffles et les tiglés. Et donc, en travaillant sur notre travail, sur les souffles, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit que ce n'est pas anodin. Et après, on peut rejoindre les choses extérieures et secrètes. Comme par exemple, on dit Tara, c'est très rapide. On dit souvent, vous pratiquez Tara verte, c'est rapide, ça. Pourquoi? Si on regarde Tara, quel est l'élément de Tara, Arya Tara ou Tamzin Jorma, c'est l'élément air. Et donc, effectivement, si on pratique les souffles, c'est très rapide. Mais ce n'est pas juste pratiquer Tara de manière extérieure, c'est cette référence au refuge secret qui est les souffles, les tiglés, les canaux qui vont faire que la voix va être beaucoup plus rapide. Parce qu'on s'appuie sur des choses qui vont amener une transformation physiologique. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, secret. Et extrêmement secret, c'est le plus caché. C'est plus du tout ni les déités, ni les souffles, ni les canaux, ni tout ça. C'est l'esprit lui-même. Et donc, le vrai maître, et donc avant cette phrase qu'on dit, je prends fusion des tiglés, enfin, l'essence, on peut dire le Nowo, hein, Nowo Ranshin Tuji. Avant cette phrase, on dit, je prends refuge en Rangrik, qui est le vrai lama. C'est-à-dire le vrai maître, c'est la réalisation ou la vision de soi-même qui perçoit ces différents aspects. Ça, c'est le vrai maître, puisque c'est le seul maître finalement qui est au cœur même de notre pratique. Je vais être un petit peu loin peut-être. Ça est dans le extrêmement secret. Mais voyez, donc ça c'est sur cette voie, nous sommes ici. Nous sommes dans un peu intérieur, on n'a pas trop parlé d'Aquini, un petit peu, j'ai un peu évoqué l'idée avec... Ah oui, vas-y, Alexandra, dis-moi. Oui, je t'écoute. Pardon. Euh, quand tu dis la vision de soi-même, hmm, c'est un peu comme la vision non fondée, enfin pas fondée, mais pas, pas palpable d'une divinité. C'est plus que ça. On appelle Rangrik, tu vois. Rangrik. C'est-à-dire que ce qu'on a expliqué sur cet aspect Novo Ranshing Tuje, il y a quelqu'un qui le perçoit. Mais il ne fait pas que percevoir un objet extérieur, il perçoit lui-même. C'est lui-même qui est comme ça. Quand l'esprit prend conscience que, parce qu'on dit l'esprit, on va dire le visage ou la surface de l'esprit est vide. Qui voit ça? C'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est nous-mêmes. Et il observe quoi? Lui-même. Est-ce que c'est clair? Tu peux pas te visualiser, Non, c'est pas. tu n'as pas besoin de te visualiser. Justement, là, tu n'es pas dans la Ah voilà, visualisation. ok. Tu es seulement dans l'observation simple, vraiment modeste, vraiment humble, de observer l'esprit, tu vois. Et quand tu fais ça, si tu reviens de manière extérieure, tu vois, je veux dire, tu te mets de manière extérieure et tu regardes une personne qui ferait ça, qui observerait son propre esprit. Et qu'est-ce que tu constates? Cette personne qui observe, c'est lui-même qui observe, c'est pas quelqu'un d'autre. Et il observe quoi? Il observe l'esprit. Tu comprends? Et donc, ce qu'on appelle rangrik, c'est-à-dire, on pourrait dire auto-perception. Tu vois? Et ça, on dit rangrik tungi lamala. Ok? Rangik tungi lamala, ça veut dire tun en tibétain, c'est le sens. Mais quand on dit tungi lama, c'est le vrai lama. Par exemple, si on dit la claire lumière, on parle de pegioser et tungioser. On dit des fois la claire lumière du sens et de l'exemple. Mais littéralement, ça veut dire tun, c'est le vrai lama. Et pourquoi lama? Lana pas, hein, c'est le maître, certes, mais c'est aussi lana pas. Ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être surpassé. Il n'y a rien qui surpasse cela. Ranrik tungi lama là. Ok? No Ranshin Tuje. Après, on peut dire tous les corps sont présents à l'intérieur, c'est-à-dire le Dharmakaya, le Sangha, le Nirmanakaya. Et
Zanshu Bardo Gyapsuchi. Zimba Mebe, Zanshu Bardo Gyapsuchi. Sans saisie, je vais dans ce refuge jusqu'à Jiangsu. Et là encore, on doit discuter un peu. Parce que Jiangsu, beaucoup de gens pensent c'est l'éveil, c'est la fin. Mais non, c'est pas la fin, Jiangsu. C'est juste un processus qui doit s'enclencher dans notre vie, on va dire. Parce que c'est un processus qui va altérer aussi bien le corps que l'esprit, qui est le processus de Jiangsu. Jiangsu, Jiang, c'est l'idée de purifier, nettoyer, clarifier, etc. Et Chup, quelque chose qu'on ne peut rien faire. Ça se manifeste du fait de cette purification, du fait de cet apaisement, du fait de cette clarification ou détente ou ce qu'on voudra. Et c'est un peu l'idée, je le dis tout le temps, c'est pas dans les textes, mais moi c'est comme ça que je le comprends, c'est par rapport à une vitre. Imaginez une vitre, si elle est sale, on peut laver la vitre, mais on peut en aucun cas amener de la clarté. On ne va pas prendre un bidon de clarté et puis le mettre à un moment donné dans la vitre qui était sombre, où il n'y a pas cette notion. C'est plus il y a ce processus de purification, de décantation, d'apaisement, etc., plus la clarté se manifeste. Et cette clarté se manifeste à de nombreux niveaux. Et si on suit cette voie, à un moment donné, ça devient une réalité. Et cette personne uniquement, est un Janchup Sempa. C'est-à-dire, on pourrait dire un bodhisattva dans le sens, c'est comme ça qu'on traduit en sanskrit, mais les Tibétains n'ont pas traduit bodhisattva. Ils ont traduit Janchup Sempa. Ils ont dit une personne qui, en lui, a enclenché ce processus de Janchup. Il est sur une voie. Il est même sur la voie du Mahayana, qui va l'amener jusqu'à la fin de cette voie, qui est Jang devient Sang et Chup devient Gye. C'est-à-dire, on a Janchup, Sangye. Le lien, il est simple. Une fois qu'on a tout lavé, on devient sang, parfaitement purifié. Une fois que tout est magnifié et parfaitement épanoui et clair, on devient gai. C'est-à-dire, on passe du bodhisattva au Bouddha. Et donc, l'idée, c'est le refuge même le plus ultime, le refuge extrêmement secret. Il n'est pas jusqu'à l'éveil, comme on dirait, qui ne veut absolument rien dire, mais il est jusqu'à ce que ce processus s'enclenche dans notre vie, où on devient dans cet aspect de Jiangsu. Est-ce que vous comprenez l'idée? Et une personne qui est sur cette voie, il ne pourra jamais, jamais, jamais abandonner. C'est pas possible. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est comme si, je sais pas moi, vous vivez dans une maison où toutes les vitres sont sales, on ne voit rien, voyez? Et vous commencez à frotter une vitre, et un truc incroyable, dans cette opacité où on ne voyait rien, où tout était sombre, on commence à avoir un rayon de lumière. Parce qu'effectivement, si on commence à laver la vitre, la vitre devient transparente et la lumière commence à entrer. Est-ce que on va s'arrêter de laver les vitres? Non. Parce que plus on lave, plus il y a de la lumière qui rentre, plus il y a de clarté, plus il y a de choses agréables et plaisantes. Et puis après, avec le soleil vient la joie, la félicité, le bonheur, l'argent, les femmes. Non, je plaisante. Non, tout vient, tout ce qu'on peut désirer vient de cette fête-là. C'est l'aspect qui est aussi un peu dangereux et qu'il faut faire très attention, de ne pas tomber dans l'idée de dire oh, je suis magnifique parce que tout arrive ce que je veux, etc., etc. Parce que ça devient une réalité. Pour la personne qui vit dans ça, tout ce qui est nécessaire pour son chemin spirituel se manifestera dans sa vie. Parce que tout simplement, il en a besoin. Et que cet état fait que ça se manifeste. C'est un peu dans cette idée-là. Et donc, l'idée, si on est à ce stade de la voie, on ne peut jamais, jamais, jamais abandonner. C'est impossible. Alors que si on est dans une démarche intellectuelle, on récite des trucs, et qu'il n'y ait pas ce processus qui se soit enclenché, qu'on n'est pas rentré dans cet aspect de Jiangsu, on peut abandonner. Parce qu'au final, on est toujours resté dans cette pièce obscure. On n'a pas compris qu'à un moment donné, en purifiant, la lumière peut rentrer. On n'a pas enclenché le processus. Et c'est la raison pour laquelle on prend refuge tant que ce processus ne s'enclenche pas. Une fois qu'il est enclenché, on a d'autres choses à faire. On n'a plus besoin vraiment d'un aspect de refuge à ce niveau-là. On va développer ce qu'on pourrait dire le bodhicitta, on va essayer de trouver des moyens pour rendre ce processus encore plus manifeste. C'est l'aspect des terres et des chemins. On va avancer sur les terres et les chemins. À ce moment-là, on est réellement sur la voie. Avant ça, on est, je ne sais pas où.
Mais c'est ça notre objectif. Donc, notre objectif, il est dans un sens très modeste et extrêmement prétentieux, on pourrait dire. Les deux sont, sont pas antinomiques. Très modeste, pourquoi? Parce qu'on ne fait rien de mal. On sert juste, ah oui, il faut que je fasse attention, mais on sert juste à voir les choses telles qu'elles sont, à vivre l'esprit tel qu'il est, à laisser le corps tel qu'il est. Donc on ne fait rien de mal, on ne fait même pas de mantra, de visualisation, etc. Mais en même temps, il est extrêmement prétentieux, je ne sais pas, mais extrêmement Ambitieux. ambitieux, qui est que on veut réellement rentrer sur la voie qui amène vers la bouddhéité, qui amène vers l'éveil. Et pas seulement le faire de manière intellectuelle, mais le faire réellement dans notre corps, dans nos consciences. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Oui, oui, Ça oui, me oui. trouble un peu plus qu'autre chose. On va faire un tour de roue parce que ça va être un peu violent. Alors, Geneviève, qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Attends, faut que tu mettes le son, hein, sinon on va pas entendre. Si, si, le son y est, tu m'entends? Ah oui, j'entends bien. Écoute, d'abord, merci infiniment, hein, Sylvain, pour cet enseignement. Ça, c'est absolument fantastique. Vraiment, hein, sincèrement, là, c'est bouleversant et c'est assez révolutionnaire, je dirais, quelque part. Enfin, moi, Hmm, c'est révolutionnaire parce que, bon, j'avais lu des choses comme ça, etc. Mais toi, tu l'expliques d'une manière extrêmement claire. Claire, convaincante. Donc, ça a un impact profond, je dirais, sur mon esprit. mhm, Je t'écoutais et vraiment, j'ai ressenti certaines choses. L'esprit qui se connaît lui-même, l'esprit autoconnaissant, etc. Et mhm, alors, cette notion de, quand tu es dans des émotions particulières, d'essayer de voir la partie de la conscience qui a conscience de l'émotion. Euh, mhm, Ça, je l'ai pratiqué quelques fois, etc., avec plus ou moins de succès. Hein. C'est-à-dire, mhm, il y a des moments, tu y arrives pas, quoi. Tu arrives pas, enfin, je sais pas, l'esprit, là, il est mhm, embarqué dans le truc, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement puissant pour couper net, mhm, à la fois, des fois, du conceptuel et à la fois de l'émotion. Ça, mhm, mhm, c'est radical, quoi. Le truc, il est mhm, immédiat. Après, la question que moi j'avais, si tu veux, la question que je me posais, tu sais, quand tu es bon dans le tantra, etc., tu as des commitments, là, des guru yoga, mhm. etc. Comment tu fais le lien avec une pratique de guru yoga telle qu'on nous l'a appris, tu C'est sais, une tu... bonne question, c'est une très bonne question. En fait, si tu es dans cet état qu'on parlait tout à l'heure, tous les engagements, ils sont respectés. Il n'y a pas à avoir de peur ou d'inquiétude à ce niveau-là. Si vraiment tu es dans cet état de rangrik, tu es dans cet aspect de l'esprit qui se connaît lui-même, tous les engagements, même les 100 milliards d'engagements, etc., sont respectés. Et c'est le seul moyen finalement de les respecter. Tout ce qui vient avant sont des choses qui sont, on pourrait dire, à interpréter. C'est-à-dire, c'est des choses qui, c'est un peu comme des béquilles. Tu ne peux pas vraiment respecter les engagements, mais tu fais ce que tu peux pour les respecter. Après, tu peux tout à fait vivre les deux aspects. Parce qu'avec Je sais pas danger, c'était vraiment cet aspect-là. J'étais toujours un peu entre deux chaises. Des fois, il me faisait vivre des choses comme ça. On dit, mais finalement, il n'y a pas besoin de respecter, de réciter quoi que ce soit. Il me dit, oui, tu as raison. Puis après, ça revient un peu des perturbations, tout ça. Je dis, enfin, c'est quand même bien de réciter des trucs, ça aide. Oui, tu as raison. Et donc, c'est ces deux aspects. Il n'y a pas forcément de réponse finale. Ça vraiment, ça dépend dans quel état on est. Si vraiment on est dans cet état où on va essayer d'être dans le rythme, de ne pas tomber dans le soi ou les émotions ou ces choses-là, il n'y a pas besoin d'engagement ou quoi que ce soit, parce que là, tous les engagements sont préservés. Si on tombe de ça et on ne maintient pas cet aspect-là, alors il nous faut des béquilles, il nous faut des supports et le fait de réciter des textes, le fait de revenir aux engagements, etc., vont être une aide. Donc, c'est vraiment subtil, puisqu'ici, on est vraiment dans l'esprit lui-même, c'est-à-dire que c'est pas des choses intellectuelles, c'est quelque chose qu'on vit réellement. Et c'est pour ça, c'est très personnel. C'est là la pratique devient quelque chose de très personnel. Et c'est à chacun de savoir donc comment il va s'engager, comment il va se mettre par rapport à ça. Mais le plus important, c'est une fois qu'on a cet aspect-là et que vraiment on peut vivre ça, c'est de le maintenir.
Ça va être un point extrêmement important. C'est le fait de maintenir cet état. Ça, c'est la chose la plus importante. J'ai plus de batterie. Peut-être ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire qu'une heure. Ah non, il faut allumer. Ah, peut-être, attendez, si j'allume. Ah, peut-être ça marche. Peut-être pas. Je n'ai pas l'impression. Ok. Ok. C'est le maintien. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect on peut dire d'être introduit un petit peu à cet aspect-là, mais le plus important, et la pratique va être dans le maintien. Dans ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'arrive à maintenir cet état? Est-ce que je suis un lion tout le temps ou est-ce que des fois je tombe sous l'aspect du chien? Si oui, il faut protéger cet état. Et la méditation, tout notre travail sur les souffles, etc., c'est un peu revenir en arrière et construire la voie d'une personne gradualiste. Dans le Dzogchen, on parle de deux aspects. Il y a spontané, voilà, toc, tout de suite il a tout compris, c'est très bien, mais c'est très rare. Ça implique que dans la vie passée, il a pratiqué, il a déjà cette réalisation. Et donc, quand on n'arrive pas à ce stade-là, on peut avoir compris certaines choses, mais on va s'appuyer sur les souffles, on va s'appuyer sur les pratiques, on va s'appuyer sur les dakinis, sur tout ça, pour arriver graduellement à l'établir de manière stable. C'est pour ça que les deux ne sont pas antinomiques. On peut tout à fait pratiquer et ça va être une grande aide. C'est-à-dire que si on est dans cet état-là, et si on arrive à pratiquer les visualisations, les choses comme ça, tout en gardant cet état, en étant conscient de l'esprit qui observe et qui visualise, on est aussi en train de maintenir cet état. On n'est pas illusionné même par, comme disait en fait c'est un peu violent, mais c'est pas faux. C'est-à-dire, c'est comme deux chaînes. Il y a des chaînes en or et des chaînes en fer, mais toutes les deux sont chaînes et elles emprisonnent. Et donc, l'esprit vertueux et comme l'esprit non vertueux, ils enchaînent finalement l'esprit. Parce que ces pensées, même de compassion, etc., si elles ne sont pas développées de manière spontanée, comme on parlait tout à l'heure, elles enchaînent l'esprit. Elles sont encore des pensées auxquelles on va s'attacher, qu'on va suivre. Et donc, si on est vraiment dans cet état, on prend conscience que tout ça, les déités, etc. Ok, c'est très bien, mais le plus important, c'est l'esprit qui observe la méditation et la visualisation de ces déités. Et donc ça devient, parce que le Mahayana, l'Anu Yoga, l'Anti-Yoga peut être vécu tout avec Hatha Yoga. On peut pratiquer le Maha-Yoga avec l'Hatha Yoga, l'Anu Yoga avec l'Hatha Yoga, et l'Hatha Yoga avec l'Hatha Yoga. Donc on peut tout à fait associer tout ça, et ça peut devenir une aide. Ok, très bien. Ça va? Bon, normalement, on devait faire 2 heures, mais là, est-ce que j'ai des batteries ou pas? J'hésite. Bon, 29%. Bon, je sais pas, j'arrive pas à me connecter. Parce que là, je suis chez Game Pampa, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas son truc. Bon, pas de souci. Ok, ça va? Donc, ça a essayé de réfléchir à ça. Ok, je vous donnerai aussi le texte, je le mettrai dans le groupe, ce petit texte sur le refuge. Donc, traduit, peut-être je vais le traduire moi parce que j'aime pas ce terme de essence et tout ça. Je vais peut-être le retraduire, le mettre en tibétain et le retraduire. Et comme ça, vous pouvez de temps en temps, avant la pratique, vous faites le refuge extérieur, etc. Et vous pouvez réfléchir à ce refuge ultime. Et quand vraiment vous êtes dans une situation difficile, de haine, de colère, etc., c'est vraiment ce refuge qui peut vraiment s'avérer une protection absolue. Et vraiment, dans la méditation, notre objectif, j'espère j'explique un peu aujourd'hui, c'est vraiment devenir un état naturel. On n'est pas en train de fabriquer quoi que ce soit. On est très humble, on est très modeste dans notre voie si on vit les choses sans fabriquer, sans rajouter. Vous voyez, on souffle, on inspire, on bouge un peu le corps, on pose pas, on pense même pas à quoi que ce soit, on ne veut même pas de visualisation ou rien. On est juste tranquille. Et la seule visualisation qu'on a fait, c'est pour amener l'esprit dans la stabilité, c'est les couleurs des éléments. Pour prendre conscience de ce souffle des éléments qui ont, certaines personnes l'ont déjà découvert, une interaction avec les consciences. J'ai peut-être dit trop de choses aujourd'hui, il ne faut pas le dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai donné un petit indice. Une interaction avec les consciences. Chaque élément va venir interagir d'une certaine façon avec les consciences. Donc quand on saisit ce souffle, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air ou l'espace, il se passe quelque chose au niveau de la conscience. Quelque chose qui est radical, qu'on peut vraiment percevoir. Et si on commence à vivre ça, j'essaye, je ne suis pas l'impression, il y a de moins en moins de monde qui suit ce cours, mais l'idée c'est, si vous vivez ça, vous ne pouvez pas abandonner cette voie. Voyez, c'est ça l'idée. C'est vraiment, si on commence à vivre ce genre de choses, on ne peut pas l'abandonner parce que on a vraiment quelque chose de palpable en nous. Et
aussi un autre point très important, si on réfléchit à l'aspect du lion, on ne va pas rentrer dans ni l'orgueil ni le découragement. Parce que souvent, on peut se dire non, mais j'ai pas compris le Dzogchen, c'est pas possible, c'est pas pour moi, machin. Et en fait, on peut dire ça, c'est une pensée. Et on peut stopper directement cette pensée en disant stop, il n'y a rien à dire là-dessus, chut, tais-toi, il n'y a pas besoin de douter. Et si on pense inversement, ouais, je suis un super méditant, ouais, je suis bientôt un yogi du 5e, chut, tais-toi, tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans non plus. Et donc, on reste dans un état très tranquille. On n'est pas bouleversé par une sorte de apitoiement sur soi en se disant j'arriverai jamais, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, etc. Et non plus par l'autre côté de s'imaginer qu'on est un très grand méditant, un grand yogi. Chut, tais-toi. On dit ça à chacune de ses pensées et on reste tranquille. Voyez. Donc c'est vraiment une voix humble, mais à la fois extrêmement puissante. Un peu comme un lion, il n'a pas besoin d'armes, il est suffisamment fort en lui-même. Il n'a pas besoin de se mettre des chapeaux jaunes ou de se balader, je ne sais pas quoi. Il est un lion, il n'est pas un chien. Si un chien il essaie de se déguiser en lion, on va tous le reconnaître. On va dire t'es un caniche, t'es pas un lion, t'as beau te mettre une jolie crinière, etc. Ça ne change pas grand-chose. Et donc c'est ça l'idée, c'est d'être dans cet aspect très tranquille, très naturel. Et moi, je vous encourage un peu à vivre ce genre de méditation, c'est-à-dire de sortir un peu des sentiers battus quelque part et de vraiment être cool. Un peu ce que fait Marius, peut-être aussi Alexandra, de vraiment travailler le souffle, travailler la respiration, travailler la détente, la clarté, etc. Et de plus en plus, ce que disait aussi Alexandra, de vivre ça en dehors de la méditation. Oui, de ne pas se dire, voilà, je médite, je suis bien, je sors de la méditation, tout ça c'est fini, je passe à autre chose, je suis un être ordinaire. Non, vous devez maintenir, protéger. Ça, c'est un point important. OK? Bon, peut-être on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas mal parce que j'ai plus de batterie. Donc, ça, c'est le karma. Ça va, est-ce que vous avez des questions sur ces deux points? On va faire un tour, Alexandra. Tu parlais à un moment d'humilité, mais j'ai une question. Quand, quand, quand finalement tu peux être un peu en dehors de tes émotions tout en profitant de ton expérience, Mhm. ça, c'est quand même, peut-être que ça peut paraître un manque d'humilité, mais finalement, si la personne, elle profite de son expérience. Non, c'est OK, c'est cool. Mais c'est là, il faut être un peu vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux étapes. D'abord, quand tu vis l'expérience, comme la félicité ou la clarté ou des choses comme ça c'est vraiment un aspect de méditant. Quand on commence à parler des expériences de clarté, félicité et non-conceptualisation ou sorte de vide, c'est vraiment les expériences qu'on peut vivre par la méditation. OK. Donc, quand on commence à vivre ces expériences, au début, on peut en profiter un peu. On peut en profiter un peu parce qu'on vit certaines choses qu'on n'a jamais vécues auparavant. Donc, c'est un peu comme si, je sais pas, on n'avait jamais mangé de glace et tout d'un coup, on tombe sur une glace. C'est quelque chose d'agréable, on peut en profiter. Mais il ne faudrait pas rentrer trop là-dedans et ne pas s'en sortir non plus. Ça serait comme si on devenait addict et on voulait manger que des glaces tout le temps. On doit aussi, et c'est là où va intervenir, ce que je me dis un congrès ce week-end, c'est là où va intervenir la détente. La détente va faire que on va vivre l'expérience, cette expérience pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est pas l'éliminer, au contraire, qu'elle puisse s'épanouir, il faut qu'on arrive à la détendre. C'est la détente qui va faire que l'expérience va s'épanouir et grandir et devenir quelque chose qui a une stabilité. Donc, c'est très subtil. Il faut que tu sois capable de voir la différence entre l'expérience et la volonté de maintenir ou de suivre cette expérience. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a l'expérience elle-même, tu vois, mais en même temps, il y a une sorte d'état d'esprit qui souhaite la maintenir, qui est quelque part, on ne peut pas dire attaché, parce que c'est pas si grossier, parce que si c'est attaché, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'attachement. Mais même quand il n'y a pas d'attachement, il y a shempa. En tibétain, on a deux termes, shakpa et shempa. Shakpa, c'est on est attaché à l'expérience. Là, c'est mauvais, et l'expérience va s'arrêter et va jamais pouvoir développer plus que ça. Mais
Si on est Shemba, c'est-à-dire comme quelque chose qui voudrait suivre cette expérience, qui chercherait, de manière un peu inconsciente, à faire en sorte qu'elle demeure, qu'elle soit toujours là, etc. Qu'on veut suivre cette expérience. On est un peu tombé dans le piège du chien, où on commence à suivre le bâton. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où on a besoin de la détente. On doit détendre. Et donc, par la détente, on va abandonner, relâcher cet aspect-là qui amène une certaine tension et ça va permettre à l'expérience de se développer encore davantage et devenir de plus en plus fort dans notre esprit. Mais euh, en tous les cas, il ne faut jamais développer d'orgueil parce que ça, Mhm. c'est le pire. C'est-à-dire que, mais à mon avis, à un moment donné, ça va. Il y a une histoire que je ne peux pas m'empêcher de la dire parce qu'elle est vraiment rigolo. C'est, c'est un maître, je crois que c'est le maître qui se baladait en Inde avec plein de tambours, de ça. Enfin bon, il se baladait en Inde comme ça et en fait, il a déjà obtenu beaucoup de réalisations très impressionnantes. Notamment, il peut marcher sur l'eau. Ok. Il peut marcher sur l'eau. Donc, à un moment donné, il a traversé un fleuve qui était déjà très violent, etc. Il marchait sur l'eau. Et au milieu du fleuve, il s'est dit, quand même, hein, je suis quand même pas mal. Hein. J'arrive à marcher sur l'eau et tout ça. Et plouf, il est tombé, il est tombé dans l'eau et il a failli mourir. Et donc, après, il disait à ses disciples, faites très, très, très attention. Les perturbations mentales, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Vous pouvez mourir. Donc il faut faire attention. Bon, on n'en est pas à ce stade. En tout cas, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que quand on vit l'expérience, il ne faut pas commencer à s'illusionner, de dire ça y est, moi, je, etc. Il faut laisser ça de côté et toujours revenir. C'est pour ça, c'est pas pour rien aujourd'hui cette explication sur le vrai refuge. Parce que le vrai refuge élimine totalement toute notion de je. Vous voyez? Parce que dire je prends refuge en le Bouddha, c'est je qui prends refuge en le Bouddha. Mais normalement, Saint Dalai Lama, quand il enseigne le refuge, il dit da, ça veut dire qu'on doit réfléchir au fait qu'il n'y a pas de soi. Mais ce n'est pas dit dans le texte. Donc on peut penser je prends refuge en le Bouddha. Vous voyez? Alors qu'en fait, le je doit nous amener à dire il n'y a pas de je. Et c'est à partir de ce moment-là où le refuge commence véritablement. Pour Saint Dalai Lama enseigne le refuge, c'est ce qu'il explique. Mais il n'y a pas de parenthèse en disant je, pensez qu'il n'y a pas je. Mais ça devrait être pas mal. Bon, quoi qu'il en soit, on peut avoir cet aspect. Alors que quand on dit Novo Ranshing Tuje, vous voyez, il n'y a pas de je. Donc il ne peut pas y avoir un support pour l'orgueil, pour la personne qui dit ah, je suis quand même pas mal, etc. Vous voyez? Et donc c'est là où ça va vous protéger. C'est pour ça le refuge des méditants, c'est vraiment le refuge extrêmement secret. Vous voyez? Parce que c'est vraiment ce qui va protéger la personne qui vit ce genre d'expérience. Tous les autres choses avant protègent d'autres personnes qui vivent d'autres choses sur leur voie. Mais le méditant, la personne qui est, entre guillemets, apprenti yogi, il a besoin de ce refuge. Parce que c'est vraiment ça qui va le protéger. Parce que, en toute humilité, il vit quand même ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut différencier. C'est-à-dire, oui, mais moi, ouais, et moi, en grand, on vit des expériences, on vit des choses sur cette voie. Et donc, on a besoin de prendre conscience qu'il n'y a pas de moi qui vit quoi que ce soit. Sinon, on tombe dans une sorte d'orgueil ou je ne sais pas quoi. Et on est perdu sur la voie. Et donc, oui, mais moi, attends, ah non, il n'y a pas de moi, oui, c'est vrai. No one in Tucci. Ok, cool. Et on continue, on avance. Et si on est attaché à l'expérience, on détend. Et si l'expérience n'est pas claire, on amène de la clarté. Et donc, l'idée, c'est de ne pas repousser l'expérience en voulant qu'elle cesse, pas plus qu'en voulant qu'on l'attrape. On pourrait citer un autre truc qui s'appelle l'invacuité, le sans-signe et le sans-espoir. Et dans cet aspect sans-espoir, on a pas en langue mais pas. C'est-à-dire on ne prend pas, pas plus qu'on rejette. Vous voyez. Donc tout ça sont des choses dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, tous les textes, dont les paroles du Bouddha et tout ça, ces petites lignes, ces trois lignes, ces deux mots, etc. Mais on en a besoin. C'est vraiment là où on parle d'instruction essentielle. Et c'est ce dont on a besoin. Parce que sur cette voie, on n'a pas grand-chose, mais on a besoin de ces instructions essentielles. Sinon, on ne sait pas comment faire. On dit, oh, tiens, mince, j'ai l'expérience, c'est super, machin, et qu'est-ce que je fais? Vous voyez, et là, ok. Prends-le, met pas. Ok, je prends pas, je rejette pas. Comment je fais? Je détends. Ok, ça je peux le faire. J'ai appris et donc je détends. Tu vois? Est-ce que ça t'aide un peu cet aspect? Merci beaucoup, Sylvain. Oui, oui. Merci. Ok.
Ok. Marius, ça va par rapport à tout ce qu'on a dit? Oui, 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 ben, ouais, merci, ça m'inspire vraiment, je comprends vraiment bien ce que tu dis. Bon, voilà, après, je suis pas tout à fait sûr d'avoir essuyé Oui, mais toi, par on tout y ça. est, oui, mais vraiment de manière très modeste, tu vois. En fait, cette voie, elle est très modeste, elle est très simple. C'est pour ça, quand tu vois les yogis, ils ont rien, tu vois, ils ont un pot, comment ça dit, une espèce de zen, et puis ils sont tout nus ou avec des os, un truc, puis ils sont tranquilles, tu vois. Ça symbolise en fait que cette voie, elle est simple, parce qu'elle est dénuée de toute chose. Mais en même temps, l'idée du yogi, le mot même, c'est Neljorpa, c'est celui qui veut s'unir à l'état naturel. Tu vois? Il ne veut pas rentrer dans tout un tas de trucs, non, il veut juste être cool et s'unir à l'état naturel, de vivre les choses telles qu'elles sont, réellement, tu vois, avec toute l'humilité, parce que c'est une humilité et une simplicité, mais en même temps, c'est vraiment ça la voie. Voyez, c'est tous les autres choses s'appuient là-dessus. C'est-à-dire le refuge le plus secret, ça vient le refuge secret. Du refuge secret, le refuge intérieur. Du refuge intérieur, le refuge extérieur. Parce que le Bouddha lui-même, c'était un yogi. C'était pas un intellectuel. On n'a jamais vu le Bouddha. Il est dans un truc, il a étudié des trucs. Tout. C'était un yogi. Il a médité 6 ans en yogi, puis après ben, dans la vision, on dit il a médité sur l'état, sous le voile de la Bodhi, et en fait, il a fait que méditer au final. Padmasambhava, c'était un yogi. Tous les maîtres de cette tradition, ce sont des yogis. Voyez? Et à un moment donné, même s'ils n'étaient pas des yogis, ils sont devenus par la force des choses. Comme par exemple Naropa, il était un grand abbé du monastère, etc. Vous connaissez l'histoire, hein, je ne vous la raconte pas, vous ne la connaissez pas. En tout cas, je peux vous la raconter si vous ne la connaissez pas. Il a rencontré une vieille femme, très vieille femme, un peu vieille, un peu moche, comme ça. Et il dit, est-ce qu'il est en train de lire des textes? Il dit, est-ce que tu comprends les mots? Et là, Naropa a dit, oui, je comprends bien les mots. Elle fait, ouais, génial, super, elle chante et tout ça. Et après, est-ce que tu comprends le sens? Et donc, Naropa, en pensant à elle, j'ai dit, les mots étaient super contents. Si je dis le sens, elle va éclater de joie, c'est génial. Ouais, en plus, je comprends le sens. Et là, la femme commence à pleurer. Et elle ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis le mot, tu es super joyeux, et le sens, tu pleures. Il dit, parce qu'on disait les mots, c'est vrai, tu comprends le mot. Mais le sens, tu ne le comprends pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû tout abandonner et devenir un yogi. Oui. Donc, on peut, de manière ou d'une autre, devenir un yogi dès le départ ou après, mais peu importe. Au final, c'est une obligation, puisque la voie, elle est dans cette simplicité. Moi, j'en suis persuadé. Après, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres voies, peut-être possibles, j'imagine, mais pour moi, en tout cas, le chemin que je suis, c'est ce chemin de simplicité, de d'humilité et en même temps de véracité par rapport à la nature de ce qu'on est, de notre esprit, etc. Sans rentrer dans des constructions mentales, etc. Qui, on peut avoir un certain sens, mais qu'à un moment donné, il faut abandonner quoi qu'il en soit. Donc pourquoi ne pas les abandonner tout de suite et vivre un chemin de véracité et de simplicité. Oui. Donc c'est un petit aparté ce soir, mais je pense que c'était important de préciser un peu ça pour bien comprendre euh, le chemin qu'on suit. Et vraiment, une fois encore, extrêmement humile, avec beaucoup d'humilité, de tranquillité, de douceur même. Vous voyez ce qu'on appelle les souffles doux. On ne va pas se faire violence, ni au niveau de l'esprit, ni au niveau du corps, ni au niveau de rien. Simplement de s'asseoir, d'être tranquille et d'essayer de faire en sorte de mettre en place toutes les choses qui amènent plus de détente et plus de clarté. C'est pas une mauvaise chose en soi. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de dommageable dans cette approche. Vous voyez ce que je veux dire? On y a pas, on va pas se dommager ni le corps, ni l'esprit, ni les souffles, ni rien du tout. Et donc, c'est cet aspect-là. Douceur, tranquillité, simplicité. Mais en même temps, on avance. On n'est pas en train de, je sais pas moi, d'enfiler des perles ou je sais pas quoi. On avance vraiment sur la voie. Ça, c'est vraiment, vraiment mon souhait. Vous voyez, donc, je voulais parler un peu de ça aujourd'hui pour exprimer que beaucoup de gens se partent, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans ce groupe, et je voulais expliquer un peu notre démarche et que vous le compreniez bien et que, voilà, si vous adhérez ou pas, vous pouvez ne pas adhérer à cette démarche, mais en tout cas, au moins l'expliquer clairement, qu'elle soit un peu mieux comprise et voir si vous vous adaptez avec cette approche. OK?
Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment de votre gentillesse, votre patience, de votre attention. Et je pense qu'on peut arrêter là, c'est bien pour aujourd'hui, parce que j'ai plus de batterie, donc c'est le karma. Merci beaucoup à tous, pratiquez bien. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, ok, elles sont les bienvenues. Et comme je dis toujours, moi je n'ai pas de connaissances ou quoi que ce soit. Donc si je suis incapable de répondre, je demanderai à des êtres hautement plus qualifiés, infiniment plus qualifiés que moi, de répondre à vos questions aussi, si vous en avez, que je suis dépassé. Ok? Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, une fois de plus, je ne suis pas l'enseignant, la méditation, c'est l'enseignant. Ok? C'est ça qui est important pour moi. La méditation elle-même est l'enseignant. Moi, je suis juste là un peu à donner des petites choses que j'ai pu glaner de temps en temps qui puissent apporter un peu avancer le schmilblick. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Très bonne soirée à tous. Ok, on se retrouve la semaine prochaine de Paris. Donc là, c'est facile. Je suis à Paris, je suis plus dans Bouctou, je sais pas où. C'est facile. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci encore. Merci encore.